Parfois, j'aime vous parler de destins extraordinaires. Extraordinaires car ils se distinguent de la vie qu'on considère comme cadrée, rangée, classique. La vie de Julie d'Aubigny n'échappe pas à cette règle. Entre opéra et duel, nous allons découvrir son destin extraordinaire. Pin. Ça va être très long si je parle comme ça toute la vidéo. Donc on arrête là tout de suite. La plupart d'entre vous n'ont jamais entendu parler de cette femme. Et moi, c'est par un pur hasard que j'ai entendu parler d'elle au détour de recherche sur l'opéra. Cette vidéo ne sera pas très longue. Elle a seulement pour objectif de vous montrer que l'opéra, c'est parfois des destins extraordinaires, des gens charismatiques qui sortent des conventions sociales et des mœurs de leur époque. Mais c'est aussi des figures qui, malgré le peu d'informations que nous avons sur elles, ont fait couler beaucoup d'encre. Et on laissait les imaginations s'échauffer. La vie que je vais retracer ici est théâtrale. Il manque des informations, beaucoup de pans de l'histoire sont à éclaircir et nous avons très peu de sources. Mademoiselle de Maupin, de son nom de jeune fille, Julie d'Aubigny, est la fille unique du secrétaire du comte d'Armagnac, Gaston d'Aubigny. Elle est née en 1670 ou 1673. Ah oui, je vous ai pas dit, ça se passe au XVIIe siècle. Oui, c'est pas une histoire très récente. Sa vie va être celle d'une femme aventureuse. On l'appelle Julie, mais certaines sources parlent d'une Julia, voire même d'une Émilie. Bon, ça n'a rien à voir, hein. Généralement, on dit la Maupin. Bah alors la petite Maupin. Comme toutes les jeunes filles de bonne famille de son époque, elle se voit enseigner les lettres, le chant, la danse et l'escrime. Plus précisément, la rapière et le fleuret. Son père tient à ce qu'elle ait une éducation à la fois masculine et féminine, et surtout, qu'elle puisse se défendre seule. Ça, c'est un papounet prévenant, c'est ça qu'on veut. Très rapidement, elle entame une relation avec le comte d'Armagnac, donc le patron de son père. Elle n'a alors que 13-14 ans. Bon, cette liaison fait tâche quand même pour le comte, et donc on décide de la marier avec le sieur de Maupin, afin de sauver les apparences. Elle devient donc Julie de Maupin. Dans le même temps, elle fréquente des salles d'armes, et elle devient l'amante d'un fameux Serran, ou Serranès, qui est le maître d'armes. Ils doivent quitter Paris parce qu'ils sont poursuivis par un officier de police, le lieutenant Nicolas Gabriel, suite à un différend en fait, tout bête, donc rien à voir. Ils arrivent à Marseille, et c'est là que le couple commence quelque chose d'assez original. Afin de gagner leur vie, ils organisent des démonstrations d'escrime, durant lesquelles Julie se travestit en homme et défie d'autres personnes de la battre. De la battre, pas de la battre, enfin bref, vous avez compris. Vous imaginez que cela, ça intrigue fortement. Ils acceptent bien entendu les paris du public, money, et ils demandent même aux hommes de l'audience de défier Julie. Et tous échouent. C'est à cette époque que Julie va commencer à se travestir plus régulièrement en homme. D'ailleurs, le public croit qu'en fait ce n'est pas une femme qui est travestie, mais que c'est tout simplement un jeune garçon aux traits efféminés. Parce que pour eux, c'est inconcevable qu'une femme soit si expérimentée à l'épée. Le couple est ensuite engagé à l'Opéra municipal de Marseille, où Julie commence sa carrière de cantatrice et est enfin surnommée la Maupin. Or, c'est à ce moment-là que la Maupin tombe sous le charme d'une jeune fille de l'opéra, qui elle aussi ne reste pas indifférente. Les parents de la demoiselle, apprenant cela, se dépêchent d'envoyer leur fille chérie dans un couvent à Avignon. Oui, histoire d'avoir une bonne distance pour séparer les deux amantes. Sauf que Julie n'a pas dit son dernier mot. Elle s'introduit à son tour dans le couvent en tant que novice, pour retrouver son amoureuse. Elle profite du décès d'une des nonnes pour récupérer le cadavre, le placer dans la cellule de la jeune fille et y mettre le feu, afin de faire croire bien qu'il y a eu un accident. Et elle s'enfuit. Leur relation dure 3 mois. Ça valait le coup. Mais vous la sentez arriver un peu? Cette odeur. Ouais, Julie laisse tomber la jeune fille. Elle en a marre. On dit que la Maupin fut condamnée à mort pour ce crime, mais que Louis XIV lui a pardonné. Alors ce serait possible parce qu'à l'époque, Louis XIV était aussi un peu en froid avec tout ce qui représentait la religion. Le Vatican, c'était une occasion en or de faire une provocation et un pied de nez à la religion pour Louis XIV. La Maupin retourne à Paris toute seule. Elle a à peine 20 ans, une belle voix, des talents de comédienne et de danseuse. Après avoir demandé de l'aide au comte d'Armagnac, elle rentre à l'Académie royale de musique, le futur opéra de Paris. Et là, elle tombe amoureuse d'une soprano, et puis encore d'une autre personne. Certes, elle est désormais chanteuse, mais c'est toujours une duelliste chevronnée. On commence à la connaître à la cour et dans les milieux huppés. Et oui, on entend parler d'elle parce que c'est une épéiste qui donne de sacrées corrections à des hommes, notamment le ténor Duménil.
Pour l'anecdote, cet homme manquait énormément de respect aux femmes de l'opéra. Et Julie est partie se venger. Un soir, elle s'est travestie en homme, elle l'a suivi jusque dans une taverne, et là, elle lui a flanqué une très bonne correction. Elle l'a corrigé, elle l'a dépouillé, et elle est partie. Le lendemain, il a raconté à tout le monde qu'il avait été détroussé par 3 voleurs. Et c'est à ce moment-là que Julie est arrivée et lui a rendu sa tabatière pour lui prouver que c'était bien elle qui lui avait flanqué une sacrée correction. On dit aussi que la cantatrice bisexuelle avait la fâcheuse habitude de défier en duel les hommes et ensuite de leur ravir leurs femmes et leurs fiancés. Bon, elle avait un petit cœur qui s'emballait vite. La fois de trop, et impardonnable, fut lors d'un bal royal. La Maupin arriva travestie en homme et ne dansa qu'avec des femmes durant toute la soirée, allant même jusqu'à en embrasser une passionnément devant tout le monde. Cela déplut fortement à l'assemblée réunie et 3 hommes décidèrent de la défier en duel. Bien entendu, elle triompha des 3, mais cela fut considéré comme un crime grave. Le soutien royal dont elle disposait disparut totalement. Elle se tourne alors seulement vers sa carrière. André Campra compose pour elle Tancrède, dont le rôle de Chlorindre lui est destiné. Elle prend sa retraite artistique vers sa trentaine, 30 ou 33 ans, on ne sait pas trop vu qu'on ne connaît pas exactement sa date de naissance. Elle décède en 1707, aux alentours de 35 ans, ce qui est super jeune, dans un couvent. On dit qu'elle s'était retirée dans un couvent suite au deuil très difficile de la marquise de Florensac, sa dernière amante. On dit aussi qu'elle est morte de chagrin et d'ennui. Et bref, voilà, grosso modo pour sa vie. On sait qu'elle a séjourné pendant un temps en Belgique, mais que dire de plus? On a très peu de sources en général et tout ce que je vous ai raconté provient de récits un peu plus récents. De multiples rumeurs ont formé sa légende et elle est devenue aujourd'hui une icône bisexuelle. On sait que l'homosexualité à cette époque était prohibée, ainsi que le travestissement. Certains disent aussi qu'elle a retrouvé son mari sur Paris dès son retour de Marseille. Il nous reste aujourd'hui une figure bravache, iconique et fascinante de l'opéra. Elle est même l'équivalent féminin du chevalier romanesque. On peut se demander si son nom a été passé sous silence parce qu'elle avait des compétences dignes des meilleurs épéistes masculins. Est-ce que cela a dérangé? Peut-être était-elle trop hors norme et ambiguë? Très peu d'œuvres reprennent son histoire. On peut compter 3 romans, dont un de Théophile Gautier, un film de Mauro Bolognini de 1966. Beau, très beau, mais il a tant souffert qu'il est inconsolable. C'est pourquoi on le conduit au couvent. Il a résolu de prendre le voile. D'entrer dans les ordres. Oui, oh, c'est identique. Il a décidé de se faire moine pour vous. Et Rosette le lui permet? Pauvre chère dame. Si une femme avait été sa rivale, avec ses armes, elle aurait pu lutter. Mais un homme est beau. Parce que vous êtes beau. Ça suffit, j'en ai assez. Descendez. Quoi? Sautez tout de suite. Je me casserai les reins en Sautez, sautant. c'est un ordre. Mais... Ah! Et un film de 2004 de Charlotte Brandstrom. See what comes from the flames, is passion burning. I hear the drums and the flames. Each day I'm learning what I want and who I am. The rest, I just don't give a damn. The convent in the distance, Julie's lips burn into scars. We start our new existence, my dreams filled with blazing stars. We don't stay long in any place, let someone track us down. Seulement moi, il y a un élément qui m'intrigue énormément et qui traduit un profond malaise français. À chaque fois qu'on a des figures incroyables et modernes, pourquoi est-ce qu'on les délaisse? Les sources anglophones sur ce sujet sont assez conséquentes. En France, en comparaison, il n'y a rien. Il y a de vraies interrogations autour de ce personnage qui a encore plus d'écho dans notre société actuelle. Une femme forte, ayant reçu une éducation féminine et masculine, une grande épéiste, qui se travestit, qui casse les codes. Je sais pas, il y a quand même beaucoup de choses intéressantes autour de cette figure. On a fait 1000 œuvres autour de D'Artagnan, qui est une pure fiction, mais pas d'une femme comme ça. Ah bah non, on va pas en faire quelque chose. Ce serait quand même dommage. Enfin, non, ça va pas. C'est une femme en plus. C'est nul, les femmes. On reste bloqué dans un passé absolument distordu. D'un Paris des années 50, de rois poussiéreux et poudrés, de dictateurs qu'on célèbre, de révolutions et de barricades qu'on célèbre, mais en faisant tout ce qu'on peut pour qu'il n'y en ait pas de nouvelles. Ah, la France, terre de contraste entre tradition et tradition.
Les femmes fatales, hein. Dans l'univers de l'opéra, il y en a une qui a fait couler beaucoup d'encre, et dont le nom cette fois ne vous est pas inconnu, Carmen. Mais ça, ce sera pour la prochaine fois. En attendant, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, partagez, commentez, bref, faites ce que vous voulez du moment que c'est positif pour moi. Bye! Bye!